indice en bas de votre écran chez vous. Attention. Top! Je suis une franchise fondée en 1946. Mon nom désigne les plus anciennes familles de mes villes d'attache qui descendaient de colons hollandais. J'ai remporté 2 titres en 1970 et 1973 avec des joueurs comme Walt Frazier, Willis Reed, Bill Bradley ou Earl Monroe. En 1999, je suis la première équipe classée 8e en play-off à atteindre la finale NBA à l'intersaison 2014. J'accueille Phil Jackson dans mon front office. Je suis. Alors si vous avez répondu les Lakers à cette question, vous pouvez d'ores et déjà quitter cette vidéo. Si à contrario, vous avez spontanément répondu les Knicks, eh bien cette vidéo, elle est faite pour vous. Dès lors que vous essayez d'évaluer le niveau, l'efficacité, la performance d'un joueur ou d'une équipe, il y a toujours 2 sons de cloche. Il y a d'un côté ceux qui vont vous dire que les chiffres ne mentent pas, et puis de l'autre ceux qui vont vous dire que les stats ne disent pas tout. Et bien souvent, dans cette deuxième école de pensée, l'essentiel de leur réflexion, puisqu'ils ne croient pas aux stats, est basé sur quelque chose de purement subjectif. Une analyse visuelle. Je vois que tel joueur est meilleur parce que ça se voit, c'est évident, on le voit sur le terrain. Telle équipe est plus forte parce qu'on le voit sur le terrain. Tel joueur, il est plus fort qu'un tel autre parce que ça se voit sur le terrain. Vous en conviendrez, c'est une analyse hautement scientifique et c'est tout le contraire de ce que je veux vous proposer. Moi, ce que je veux vous proposer, c'est des réflexions argumentées, basées, c'est vrai, sur des stats parce que ce sont des données absolues. Une stat, dès lors que vous allez chercher la bonne statistique, et la clé elle est là, c'est de ne pas se contenter des statistiques brutes, des statistiques de base. Un joueur qui met 20 points par match n'est pas forcément un bon joueur. Un joueur qui fait 2 comptes par match n'est pas forcément un bon défenseur. Ce qu'il faut, c'est aller chercher des stats avancées. Et il n'y a jamais eu autant de stats avancées qu'au jour d'aujourd'hui dans la NBA. Et c'est l'analyse, la lecture de ces stats avancées-là qui vont nous permettre de sortir de la subjectivité, de sortir des intuitions et d'aller chercher une forme de vérité, en tout cas une forme de réflexion objective où on sort des clivages et on se base sur quelque chose de concret. Bref, c'est presque une approche scientifique parce que je considère que dans le basket, il n'y a pas de hasard. Si un joueur ou si une équipe gagne, c'est pas le fait du hasard, c'est pas le fruit du hasard, c'est parce que il y a des secteurs dans lesquels ils excellent, il y a des faiblesses qui sont minimisées, etc., etc. C'est ce qu'on veut vous proposer dans cette vidéo. Donc, on va voir ensemble beaucoup de statistiques. Si vous êtes un petit peu allergique aux chiffres, ne vous inquiétez pas, l'idée c'est pas de vous bombarder avec des équations, mais c'est d'avancer des arguments qui sont sourcés, qui sont justement pertinents parce qu'on peut les justifier. Donc cette vidéo, vous allez voir sur les Knicks, elle est super intéressante. Il y a beaucoup de choses à voir parce que 80% de l'effectif a changé, y compris le coach. Il y a aussi beaucoup d'inconnus, mais nul doute qu'à l'issue de cette vidéo, vous aurez toutes les clés si vous êtes fan des Knicks ou si vous vous intéressez à la NBA pour comprendre si ils ont réussi ou non leur intersaison et si il y a des chances de voir New York retoucher les sommets la saison prochaine. Voilà, je vous propose qu'on commence donc cette analyse sur l'intersaison des Knicks. Je vous propose que cette analyse se déroule en 3 temps. Dans un premier temps, on va faire le bilan de la saison passée. On va analyser toutes les forces et les faiblesses de ces Knicks sur la saison passée. Ensuite, on va analyser les forces et les faiblesses des arrivants. Et à contrario, le vide que peut laisser les partants. Et puis dans un troisième temps, on fera un petit peu les préconisations et on essaiera de lire dans une boule de cristal quel peut être l'avenir des Knicks, mais en tout cas sur quoi ils doivent s'articuler pour la saison prochaine. Donc je vous propose qu'on commence la première partie avec le bilan des Knicks sur la saison passée. Donc cette équipe des Knicks a fini la saison passée avec un bilan de 32 victoires pour 50 défaites, l'un des plus mauvais bilans de la ligue. L'équipe a terminé avec un rendement offensif de à peu près 102 points marqués pour 100 possessions jouées, ce qui en faisait la 30, 29, 28, 27, 26e attaque de la ligue, donc très faible attaque du côté des Knicks, et à contrario c'était une défense relativement correcte, 18e meilleure défense de la NBA. Ce qui est intéressant, c'est que souvenez-vous la saison passée, les Knicks, après 44 matchs joués,
ils étaient à un bilan de 22 victoires pour 22 défaites. Ça veut donc dire que sur la deuxième moitié de la saison, eh bien, ils n'ont enregistré que 10 victoires pour pratiquement une trentaine de défaites. Donc la saison des Knicks, elle a été en deux temps. Ils se sont complètement écroulés après le All-Star Break et l'équipe qui était encore finalement dans les cordes pour jouer les playoffs jusqu'à la mi-saison a complètement dégringolé dans la deuxième moitié de la saison régulière. Globalement, c'est une équipe solide au rebond. Vous voyez qu'ils sont dans la moitié supérieure de la ligue en termes de rebond, que ça soit offensif ou défensif, donc bonne équipe de rebond. Une équipe qui perd peu de ballons. Vous voyez qu'ils sont dans le top 10 des équipes qui ont le turnover ratio le plus bas, donc c'est une équipe relativement rigoureuse, le ballon n'est pas inutilement gaspillé en attaque. C'est une équipe qui, c'est pour ça que j'ai toujours une petite sympathie pour les Knicks, mais c'est une équipe qui était très collective, puisque vous voyez que derrière l'équipe du Jazz et devant les Spurs, c'était l'équipe qui, en moyenne par possession, fait le plus circuler la balle. En moyenne, il y a 5 touches par possession, donc ce qui veut dire qu'en moyenne, par possession, 5 joueurs différents touchent le ballon. En tout cas, le ballon circule 5 fois en moyenne par possession, donc c'était une équipe assez intéressante à jouer, avec du collectif, avec un ballon vivant. Dans la même lignée, c'était une équipe avec un rythme, un pace qui était relativement lent, un 5e rythme le plus lent de la NBA. Ça, eh bien, c'est les fondements du jeu en triangle, qui est une attaque placée relativement lente, où on va explorer plein de solutions avant de tenter un tir. A contrario, toujours ces problèmes d'attaque qui ressortent. Vous voyez que cette équipe des Knicks, eh bien, elle avait l'un des plus mauvais pourcentage au tir réel de la ligue, le true shooting percent. On est vraiment dans le dernier tiers de la NBA en termes de pourcentage au tir réel. Donc clairement, on avait des problèmes pour mettre des points la saison passée du côté des Knicks. Ça se retranscrit très très bien sur la shooting chart de cette équipe de New York. Voyez que ici, du côté des Knicks, surtout les paniers à haut pourcentage. Alors attendez, on va faire ça. Pardon, excusez-moi pour ça. Vous voyez que sur tous les paniers à haut pourcentage, donc les paniers près du cercle, les lay-ups tout cuits en dessous et les paniers à 3 points, dans la NBA moderne qui est devenue très très binaire où on va chercher soit du lay-up soit du panier à 3 points, et bien dans ces deux compartiments qui rapportent le plus en termes de rendement offensif, et bien les Knicks, ils ont un pourcentage qui est inférieur à la moyenne de la ligue. Dès lors sur ce graphique que vous êtes en rouge, plus c'est rouge, plus vous êtes en dessous de la moyenne NBA, et puis plus c'est vert, plus vous êtes au-dessus. Les seuls compartiments finalement dans lesquels les Knicks étaient meilleurs que la NBA, c'était dans les tirs à 2 points à mi-distance. Mais voyez que quand vous êtes finalement très très bon à 2 points à mi-distance, vous êtes à 46% de réussite. Par contre, eh bien, un 2 points à 46% de réussite, ça a quasiment le même rendement qu'un 3 points à 30%, quand vous ramenez au pourcentage au tir réel. Et bien entendu, il va être beaucoup plus intéressant d'aller mettre des 2 points en dessous à 60% que des 2 points longs à 46%. Donc, voyez que les Knicks, l'attaque des Knicks, elle est complètement absente des deux endroits du terrain où vous avez le meilleur rendement en termes d'efficacité offensive, les paniers en dessous et les paniers à 3 points. Ça, c'est une vraie problématique et ça explique en grande partie pourquoi l'attaque des Knicks a été aussi peu efficace la saison passée. Si vous le ramenez au comparatif entre les points in the paint, les points ici dans l'intérieur de la ligne à 3 points et les points au-delà de la ligne à 3 points, c'est encore plus flagrant. Vous voyez que in the paint, eh bien, on est qu'à 52%. Dans les tirs à mi-distance, on est très bon, mais on est très bon avec que 40. On est très bon, enfin, en étant très bon, vous voyez qu'on n'est que à 41% de réussite. Donc, c'est clairement pas un secteur de l'attaque à partir duquel vous allez chercher de l'efficacité. Et puis, au niveau des tirs à 3 points, on est dans la moyenne NBA, mais c'est pas du tout suffisant pour tirer l'attaque vers le haut. Ramené en points marqués par possession, on obtient la même chose. Vous voyez, ça ressort encore de manière assez flagrante. En étant moyen à 3 points, eh bien, vous ramenez quand même 1,04 points par possession, vous êtes dans la moyenne NBA. En étant moyen en dessous, vous ramenez 1,04 points, vous êtes dans la moyenne NBA. Et en étant très bon dans les 2 points longs,
eh bien, vous êtes à 0,83, ce qui est mieux que la moyenne NBA, mais ce qui ramenait à la moyenne de points marqués par tir, qui est à peu près en NBA à 1,05, eh bien, vous êtes nettement en dessous. Donc, il a manqué la saison passée aux Knicks des points, des paniers, si vous voulez, à haut pourcentage qui ramènent beaucoup de points par possession, du 1,50 par exemple quand vous êtes en dessous, du 1,20 quand vous êtes au-delà de la ligne à 3 points. Ça, les Knicks, malheureusement, ils n'ont pas pu compter là-dessus sur la saison passée. Quand on analyse un petit peu la répartition des prises de tir des Knicks, on remarque que c'est la troisième équipe qui tente le moins de lay-up. On retrouve cette tendance à ne pas réussir à les tirer en dessous du cercle, à aller chercher des paniers à haut pourcentage en lay-up. Parallèlement, c'est la deuxième équipe de la ligue qui tente le plus de tirs en suspension. Et on l'a vu, ils ont tenté beaucoup de 2 points longs, mais ce ne sont pas des paniers qui rapportent beaucoup, qui sont très rémunérateurs en termes d'efficacité offensive. Une nouvelle fois, vous voyez, on retrouve un petit peu cette stat, 75% des tirs tentés par les Knicks ont été des tirs à 2 points. Et sur ces tirs tentés en moyenne du côté des Knicks, ça a été la 8e équipe à tenter le moins de tirs non contestés. Donc qu'est-ce que veut dire cette stat? Uncontested field goal usage. Ça veut dire qu'en moyenne, 43% des tirs des Knicks seulement étaient des tirs non contestés. Ça veut donc dire que 57% à contrario étaient des tirs contestés. Et qu'est-ce qu'un tir contesté? C'est quand vous avez un défenseur à moins de 1 mètre. Donc c'est que vous êtes vraiment gêné. Donc une nouvelle fois, on retrouve dans cette attaque des Knicks l'incapacité à trouver des paniers ouverts, à trouver des paniers à haut pourcentage en dessous ou à trouver des paniers à haut pourcentage à 3 points. Toujours dans cette analyse de l'attaque des Knicks, on voit que c'était l'équipe NBA qui marquait le moins de points en contre-attaque. Seulement 8 points marqués en moyenne par match en contre-attaque. Plus faible équipe de la NBA et plus faible équipe de la NBA pour les points marqués in the paint, les points marqués dans la raquette. On retrouve encore cette incapacité la saison passée du côté des Knicks à aller trouver des paniers à haut pourcentage en contre-attaque, évidemment à 2 contre 0, à 2 contre 1, à 3 contre 1, et incapacité d'aller marquer des points in the paint, d'aller marquer des points près du cercle qui sont plus rémunérateurs. Vous voyez que du côté des Knicks, on a relativement peu utilisé le tir à 3 points la saison passée. On est grosso modo dans le top 10 des équipes qui ont le moins tiré à 3 points en 2016. Ça peut être étonnant parce que dans le triangle, vous avez beaucoup de renversements. Quand on va chercher, on commence une séquence côté fort et puis ensuite ça renverse côté faible. Vous avez pourtant plein de séquences où on peut trouver du tir à 3 points. Et bien ça, les Knicks, clairement, ça se voit ici, ils ne l'ont pas exploité la saison passée. Et on retrouvait justement dans les stats cette équipe des Knicks qui était un peu en difficulté à trouver des points très rémunérateurs au-delà de la ligne à 3 points. Ils avaient un pourcentage, vous me direz, somme toute moyen à 3 points, à 34,6%, on l'a vu tout à l'heure. Donc ils n'ont pas été en capacité de bien utiliser le tir à 3 points. Ils n'ont pas été en bonne capacité de tenter des tirs à 3 points non contestés. On l'avait vu et au final, eh bien, ça se retrouve dans le pourcentage qui est globalement dans le top 10 des équipes les plus faibles en pourcentage de tirs à 3 points. Globalement, on a vu la partie attaque, on va voir la partie défense. On avait vu que les Knicks, ils avaient la 18e défense la saison passée, c'était pas trop mal. Voyez que pour ce qui est du pourcentage au tir de l'adversaire, les Knicks, ils sont dans le top 10, donc ils sont bien réussis à contester les tirs de leurs adversaires la saison passée. Voyez que dans le pourcentage des tirs défendus au cercle, eh bien les Knicks sont la meilleure défense, donc c'était la défense qui gênait le mieux les adversaires directs dès lors qu'ils tentaient des paniers contestés au niveau du cercle. Voyez qu'ils étaient aussi l'une des meilleures défenses de la ligue pour ce qui était de défendre les 3 points, puisqu'ils étaient la 2, 4, 6, 7e meilleure défense de la ligue pour les tirs à 3 points. Leurs adversaires avaient le 7e plus mauvais pourcentage quand ils affrontaient les Knicks à 3 points. Et puis globalement, vous voyez que pour ce qui était de la défense des tirs, ils avaient la 8e meilleure défense quand vous regardiez le pourcentage au tir réel des adversaires des Knicks. Donc,
vous devez, à l'énoncé, à la lecture de ces stats, vous devez être en train de vous dire, mais attends, Blight, tu nous racontes que les Knicks était seulement la 18e meilleure défense de la Ligue la saison passée, mais tu viens de nous montrer que pour ce qui est de la contestation des tirs, c'était quasiment l'une des meilleures défenses de la Ligue. Effectivement, les Knicks étaient très très bons la saison passée défensivement pour ce qui est de contester les tirs. Ils arrivaient très très bien à contester les tirs. Mais c'est pas suffisant. Et là où effectivement il y a eu une faille dans la défense des Knicks, c'est que c'était l'équipe de la Ligue qui forçait le moins de pertes de balles sur leurs adversaires directs. Donc les Knicks, grosso modo, ils défendaient super bien. Ils défendaient super bien. L'adversaire, il arrivait à prendre un tir, mais c'était un tir bien contesté. Il était bien gêné et le pourcentage adverse était faible. Par contre, ce que les Knicks n'arrivaient pas à faire, c'était provoquer des pertes de balles à leurs adversaires directs. Et dès lors que vous ne provoquez pas de pertes de balles, en tout cas pas suffisamment sur votre adversaire direct, et bien votre adversaire direct, s'il ne perd pas la balle, et bien il a une opportunité de tenter un tir. Alors certes, le tir va être bien gêné, son pourcentage va être un peu plus faible, mais la différence entre provoquer à peu près 12 pertes de balles quand vous êtes la plus mauvaise équipe en opponent turnover ratio et la meilleure qui en provoque une vingtaine, eh bien vous avez 9 possessions. Et 9 possessions, même si vous tournez à 40%, potentiellement, ça fait 4 paniers marqués en plus par match, ça fait une dizaine de points. Et vous avez la différence finalement entre une équipe qui encaisse en moyenne 105 points par possession et une équipe qui va en encaisser qu'une centaine. Et la différence, elle est là. Les Knicks, ils ont été super forts pour défendre les tirs, contester les tirs, mais ils n'ont pas fait provoquer assez de pertes de balles. Et derrière, les adversaires, ils ont eu des opportunités de tenter des tirs en plus. Et c'est comme ça que la défense des Knicks, qui sur le fond n'est pas mauvaise, eh bien a quand même pris l'eau. Donc très intéressante analyse, je m'y attendais pas à tomber là-dessus, ça m'a surpris autant que vous, mais très intéressant de voir que la défense des Knicks n'a peut-être pas assez pris de risque ou n'a peut-être pas été assez agressive sur les lignes de passe. Ils ont peut-être laissé l'adversaire trop facilement développer son jeu d'attaque. Alors après, il y avait des bons tirs contestés, mais globalement, on n'a pas réussi à enrayer l'attaque adverse du côté des Knicks. Voilà pour la partie défense, après l'analyse de l'attaque dans sa globalité. On va regarder maintenant dans les compartiments de l'attaque qu'a donné cette attaque des Knicks la saison passée. Voyez que, je ne vais pas malheureusement vous réjouir si vous êtes un fan des Knicks, mais globalement les Knicks, ils ont été quasiment mauvais dans tous les compartiments possibles de l'attaque. Regardez, 3e plus faible équipe de la Ligue pour ce qui est de marquer des points en transition, marquer des points en contre-attaque. Déjà, on l'a vu, les Knicks, ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités de lancer des contre-attaques, et derrière les peu qu'ils ont eu, ils n'ont pas réussi à convertir en points. Pick and roll porteur de balle, les Knicks dans le top 10 de la plus faible équipe. Compliqué. Pick and roll poseur de l'écran, les Knicks dans le top 5 des plus faibles équipes. Donc là, c'est quand vous posez un écran, on sort de l'écran, on va resservir le poseur de l'écran qui derrière tente un tir. Clairement, les Knicks, pas dans la transition, pas dans le pick and roll. Sur les hand-off, ce sont des main à main, des passes collées. Les Knicks, c'est pareil, dans le top 10 de la plus mauvaise équipe. Sur les cuts, ce sont des backdoors, des démarquages sans ballon, des alley-oop par exemple, ou des séquences où un joueur va couper dans le dos de la défense. Les Knicks, dans le top 10 de la plus faible équipe pour ce qui est d'aller marquer des cuts. Toujours cette incapacité à aller trouver des paniers à haut pourcentage en contre-attaque. Dans les off-screen, les sorties d'écran, les Knicks dans le top 10 de la plus mauvaise équipe. Les seuls compartiments où les Knicks ont été à peu près efficaces la saison passée, c'est sur l'isolation. 3e meilleure équipe de la Ligue sur l'isolation, alors merci Carmelo Anthony. Sauf que voyez que jouer en isolation, eh bien, ça vous rapporte que 0,92 points par possession, alors que vous êtes l'une des meilleures équipes de la Ligue, là où les cuts, voyez que ça vous rapporte du 1,20. Donc il y a tout intérêt à aller chercher des cuts plutôt que de l'isolation. Vous suivez ma logique. Et puis l'autre chose où les Knicks n'étaient pas mauvais, c'était sur les claquettes, sur les putbacks, donc sur les paniers, sur rebond offensif. Vous voyez la petite claquette après rebond offensif, là les Knicks ils étaient vraiment très affûtés, ça rejoint ce qu'on avait vu au tout début, que c'est une bonne équipe de rebond. Et puis enfin, sur le jeu de haut panier, les post-up, les Knicks sont dans le top 10, avec un indice 70 sur 100,
mais c'est pareil avec toujours des points par possession qui sont relativement faibles. Et en plus, vous voyez, les Knicks, ils l'ont fait souvent. 15% du temps, ils ont joué de haut panier. Ça, c'est le triangle, qui s'appelle aussi le triple post-up, l'attaque triple post. On retrouve ici des fondements du triangle, mais avec un pourcentage qui est encore un peu faible, qui ne permet pas en tout cas de tirer l'attaque vers le haut. Et puis pour les tirs de champ, eh bien, les Knicks, ils sont moyens. Bon, on a vu qu'ils étaient faibles dans beaucoup de compartiments, forts dans deux, et puis ils sont moyens dans les tirs de champ. Ça représente par contre beaucoup dans l'attaque. Donc c'est un compartiment dans lequel il faut exceller. Et voyez que les équipes les plus fortes dans ce compartiment, dans les spot-up, sont des équipes qui tentent beaucoup de 3 points. Les Warriors, les Cavs, après les Spurs, il y avait moins de 3 points cette saison, mais globalement c'est cette capacité à aller trouver des points au pourcentage, notamment avec du tir à 3 points. Donc, quel bilan on peut tirer de la saison passée des Knicks ? On va commencer, vous savez j'aime bien ça, par la défense. Globalement, la défense des Knicks, elle a été solide. On a vu qu'ils avaient une très bonne capacité à contester les tirs, qu'ils étaient en capacité de dominer au rebond. Par contre, là où ils ont une grosse lacune, c'est dans la capacité à provoquer des pertes de balles chez l'adversaire, enrayer l'attaque adverse. Du coup, l'adversaire peut tirer plus souvent. Du coup, eh bien, il peut marquer plus de points. Et du coup, finalement, la bonne défense des Knicks, elle prend un petit peu l'eau. Et puis, là où cette incapacité à provoquer des pertes de balles est problématique, c'est que derrière, ça ne lance pas de contre-attaque. Et la défense, une bonne défense doit pouvoir normalement toujours systématiquement vous permettre de lancer une bonne attaque. Parce que vous lancez derrière de la contre-attaque, vous lancez derrière du jeu rapide, vous lancez derrière des séquences en supériorité numérique pour marquer des points. Et ça, on l'a vu, les Knicks, ils ne l'ont pas assez fait. Et les rares fois où ils l'ont fait, ils n'ont pas su trouver des paniers au pourcentage. Donc, il y a un gros problème de convertissement, je ne sais pas si ça se dit, mais des stops défensifs en panier. Et puis en attaque, on a vu l'attaque des Knicks, elle est vraiment problématique parce qu'on a été dans l'incapacité de trouver des paniers à haut pourcentage avec de la contre-attaque, avec des 3 points, avec des paniers clés en main en dessous. On a une attaque qui n'existe que dans les zones les moins rentables du terrain, dans les 2 points à mi-distance. C'est super d'être fort à mi-distance à 2 points, mais c'est des paniers à 45% de réussite. Et c'est pas suffisant dans la NBA moderne pour dominer. Les Knicks, on l'a vu aussi, ils ont tenté beaucoup de tirs contestés. Il y a une incapacité à se trouver des paniers ouverts, des paniers clés en main. Et globalement, dans cette attaque des Knicks, il y a très peu de points forts. Beaucoup de points faibles et très peu de points forts. Ça, c'est une vraie problématique. Globalement, on a vu l'attaque, on a vu la défense, maintenant voyons un petit peu le personnel. La saison passée, du côté des Knicks, quand on regarde les PER, donc c'est l'efficacité des joueurs sur le terrain, la productivité, si vous voulez, des joueurs ramenés au temps de jeu. C'est une stat hyper intéressante. On a la production de l'équipe, la production des adversaires, par position. On va s'intéresser au bilan. Et voyez que ce qui vous saute aux yeux, c'est que globalement le backcourt des Knicks sur la saison passée, il a été dominé, et de manière vraiment nette et marquée. A contrario, sur les postes de l'ailier, small forward, power forward, on a dominé les adversaires directs. Merci Porzingis et Carmelo Anthony. Et globalement sur le poste de pivot, on a été aussi dominé. Donc le tableau sur le personnel, sur les positions du côté des Knicks, il est assez sombre. Il n'y a finalement que 2 postes sur lesquels on a surclassé nos adversaires directs. Au niveau des rotations, vous voyez que la saison passée, eh bien, on a beaucoup utilisé le 5 de départ, bien entendu, mais que ce 5 de départ, entre le ratio offensif et le ratio défensif, eh bien, il a un bilan négatif. Ce qui est intéressant, c'est que le deuxième 5 le plus utilisé, eh bien, c'est le 5 de départ, mais juste avec Vujacic, et que ce 5, eh bien, il a un rendement positif. Là, par contre, où il y a un gros problème, c'est que le 5 mineur, Galloway, Grant, Thomas, Williams, O'Quinn, eh bien, il a beaucoup été utilisé, et il a un rendement nettement négatif, et on retrouve un 5 mineur ici, avec cette fois-ci Serafin au lieu de O'Quinn, qui également a un rendement nettement négatif. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un 5 qui a vu Anthony jouer en 4, eh bien, s'en est très bien sorti. Mais globalement, voilà, on a un 5 majeur qui fait plus ou moins jeu égal avec les adversaires directs. Par contre, un banc qui, sur la saison passée, a été très largement dominé. Il y a eu une problématique de banc la saison passée, et malheureusement, vous allez le voir, il risque d'en y en avoir une plus que sévère la saison prochaine. Donc, voilà pour le bilan attaque-défense personnel. On a vu attaque catastrophique, défense correcte,
backcourt complètement dominé la saison passée, et finalement un banc qui avait beaucoup de mal à trouver des paniers en attaque et qui dans son sillage a fait sombrer l'attaque des Knicks. Donc je vous propose qu'on s'attaque maintenant à la deuxième phase où on va analyser les arrivées, les départs et essayer de comprendre les forces et les faiblesses des joueurs qui arrivent et à contrario les lacunes laissées par les départs des joueurs qui sont allés voir ailleurs. Alors, intéressons-nous maintenant aux changements dans cette équipe des Knicks. Il y a eu beaucoup de départs. L'effectif à 80% a changé. Donc, on va analyser ensemble les arrivées et les départs. Au niveau des arrivées, il y a eu beaucoup de monde. Ça a beaucoup occupé l'espace médiatique. Mais vous le savez, Derrick Rose est arrivé du côté des Knicks, ainsi que Joakim Noah, Courtney Lee, Brandon Jennings. Et puis, on a Hernan Gomez qui vient d'Europe, Plumlee, Kuzminkas qui vient aussi d'Europe, Endur qui avait fait une bonne Summer League la saison passée a été signé du côté des Knicks, et puis Holiday qui arrivait dans le cadre de l'échange qui avait catapulté Rose en provenance des Bulls. Donc 4 joueurs majeurs, et puis après des joueurs de complément sans doute qui ne vont pas tous être gardés avant le début de la saison. En tout cas, pas mal de joueurs piochés en Europe, mais globalement un recrutement qui est basé sur ces 4 joueurs-là. Au niveau des départs, il y a eu aussi beaucoup de monde qui est parti. Départ de Robin Lopez, de Aflalo, de Derrick Williams, de Carl Deron, de Galloway, de Seraphine, de Jerian Grant, j'ai oublié son nom, de Clee Anthony, je ne sais plus, il m'excusera, et puis de Lou Amundsen, de Clee Anthony Clark, j'ai un doute. Bref, au total, toujours pour essayer d'analyser l'impact des joueurs qui partent et l'impact des joueurs qui arrivent. Au global, c'est tous ces joueurs, ces 9 joueurs, ils avaient un PER en cumulé de 100,6. Ce qui faisait en moyenne un PER par joueur de 11,6, qui est vraiment assez faible, la moyenne, je vous le rappelle, étant à 15, la moyenne NBA étant à 15. Et un total de minutes jouées de 12 200 minutes, donc beaucoup de minutes jouées par l'ensemble de ces joueurs. A contrario, les joueurs arrivant, et on a pu se baser que sur les joueurs ayant déjà un historique la saison passée en NBA, donc c'est ces 4-là, plus Holiday. On a un PER cumulé de 64,6, ce qui fait en moyenne 12,92 par joueur pour 6400 minutes au total jouées. Donc, globalement, on avait à peu près 11 de PER chez les partants, à peu près 13 chez les arrivants. Si en plus vous enleviez ces deux-là qui avaient un PER vraiment très faible, on est plus ou moins dans quelque chose qui match, dans quelque chose d'équivalent. Donc, comme ça, spontanément, sans rentrer plus dans le détail, on ne peut pas vraiment dire que les arrivées des nouveaux joueurs du côté des Knicks compensent ou surclassent les départs des joueurs partants. On va bien sûr rentrer dans le détail pour se faire un avis un petit peu plus tranché et pour avoir au cas par cas, poste par poste, sur les joueurs majeurs, un rendu, une vision globale la plus objective possible. Là aussi où il y a une autre problématique, c'est sur le temps de jeu. Vous voyez que de ce côté-là, on était à 12 000 minutes, là on est à 6 000 minutes, donc il va falloir prier pour que ces joueurs restent en forme, jouent un maximum de matchs, et que les quelques joueurs de remplacement qui ont été recrutés puissent apporter quelque chose, parce que clairement, il va falloir soulager des minutes qui étaient jouées par tous ces joueurs sur ces joueurs qui arrivent. La rotation, la depth chart du côté des Knicks la saison prochaine, il faut s'attendre à avoir un 5 Rose Lee, Anthony, Porzingis, Noah. Donc un 5 relativement équilibré, où effectivement sur chaque poste, on a un joueur qui est à sa place, et globalement c'est équilibré, que ce soit au niveau de l'attaque et au niveau de la défense. Là où par contre c'est problématique, c'est au niveau du banc. Au jour d'aujourd'hui, mis à part Jennings qui peut apporter un petit peu de scoring, le banc des Knicks est extrêmement faible en qualité d'attaque. Kuzminskas, Hernan Gomez, est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose ? Ils ont une cote relativement correcte en provenance d'Europe, mais c'est vraiment des gros paris. Si on se base sur ce qu'on connaît, globalement, au jour d'aujourd'hui, on enregistre cette vidéo à la mi-juillet, le banc des Knicks est déjà extrêmement faible en qualité d'attaque, et souvenez-vous, c'était déjà une des problématiques de la saison passée, donc elle n'est pas gommée.
Ça, c'est déjà un point qu'il ne faut pas oublier. On va de toute façon rentrer plus dans le détail des comparatifs joueur par joueur. Alors, on s'est basé sur les rendements de la saison passée. Mais vous allez me dire, oh mais attention, la saison passée, il y a eu des joueurs blessés, on ne peut pas se baser sur la saison passée. J'en conviens, mais on est dans une volonté de vous proposer quelque chose d'objectif, d'argumenté. Donc je ne vais pas commencer à analyser la NBA d'il y a 5-6 ans pour essayer de trouver le rendement que va avoir un joueur la saison prochaine. On se base sur la saison passée, parce qu'on va considérer que c'est la portion la plus représentative de la performance d'un joueur au jour d'aujourd'hui. On va rentrer dans le détail, vous comprendrez pourquoi. On va commencer bien entendu, tout seigneur, tout honneur, par Derrick Rose, ancien MVP, échangé donc du côté des Bulls pour l'équipe des Knicks. La saison passée, du côté des Bulls de Chicago, il a fait une saison somme toute correcte quand on regarde les stats traditionnelles, les stats brutes. 32 minutes par match, 43% de réussite au tir, 29% à 3 points, 80 au lancer. On est à 3 rebonds, 5 passes, pratiquement par contre 3 ballons perdus, 16 points marqués par match. Vous me direz, ce n'est pas des mauvaises stats. Par contre, attention, déjà premier indice en plus-minus, il a moins 2,5. Donc quand Rose était sur le terrain, en moyenne, son équipe avait un déficit de points de 2,5. Ça peut paraître peu, mais en fait, c'est déjà très important. On va passer maintenant aux stats avancées. Stats avancées, qu'est-ce qu'elles nous révèlent? Que Rose, quand il était sur le terrain, il réalisait à lui seul 25% des passes décisives de son équipe. Donc globalement, c'est un playmaker, c'est quelqu'un qui fait jouer les autres. Par contre, première chose qui doit vous alerter quand vous analysez un meneur, c'est l'assist turnover ratio, qui est un ratio très important, c'est les passes décisives divisées par les pertes de balles. Et là, vous voyez que Rose, il est à 1,78. Dès lors que vous êtes en dessous de 2 pour un meneur, c'est très faible. Vous êtes à 3, c'est bien, vous êtes à 4, c'est excellent, vous êtes en dessous de 2 pour un meneur, c'est très faible. Ça veut dire que globalement, pour faire 2 passes décisives, il vous faut perdre un ballon, ce qui est un rendement très faible. Et puis là où il y a un autre problème, c'est sur le pourcentage au tir réel, on est péniblement à 48%. Pareil pour un arrière qui peut tirer à 3 points, qui peut aller chercher des hauts pourcentages dans ses tirs, c'est faible. Donc globalement, avec un usage de 27%, donc ce qui est beaucoup, Derrick Rose a beaucoup eu le ballon la saison passée, il a beaucoup été impliqué dans l'attaque des Bulls. Globalement, quand vous analysez comme ça ses stats avancées, toujours très important d'aller vers les stats avancées, eh bien vous vous rendez compte qu'il a un rendement qui est quand même relativement moyen. On va rentrer plus dans le détail. Vous voyez que le PER de Rose la saison passée, il a été de 13,5. Je vous rappelle que la moyenne est à 15. Que les meilleurs joueurs de l'équipe, Gasol et Butler, ont un PER qui est au-delà des 21. On retrouve le pourcentage au tir réel de Rose qui est très faible. Là où c'est très intéressant d'aller chercher une stat avancée qui est pour moi révélatrice, c'est sur le win share. Alors le win share, c'est quoi? C'est en gros une stat avancée qui vous permet de calculer, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, il est très compliqué, mais c'est une stat avancée qui vous permet de calculer en quoi un joueur a contribué ou non au succès de son équipe. Et c'est pour moi la stat avancée la plus importante pour évaluer si un joueur va contribuer ou non au succès d'une future franchise. Eh bien, voyez que Derrick Rose, il n'a que 0,4. Donc, il a une implication dans le succès de son équipe la saison passée du côté des Bulls qui est très faible. Mais vous allez me dire, mais c'est normal, avec les Bulls la saison passée, ils ont été mauvais. Donc c'est normal qu'en win share, Rose, il ait une mauvaise évaluation. Je vous objecterai simplement que le win share ne tient pas compte des performances de l'équipe. Et c'est pour ça que vous avez par exemple un Jimmy Butler qui est à 9,1. Donc il jouait dans la même équipe que Rose, mais il a 20 fois plus d'importance dans le succès des Bulls la saison passée que Derrick Rose. Vous ramenez au temps de jeu sur 48 minutes, parce que le win share, c'est une donnée brute. Si vous le ramenez à 48 minutes, donc le temps de jeu global, eh bien c'est encore plus flagrant. Rose, il est à 0,09. Donc ça veut dire que même un joueur comme Aaron Brooks, par exemple, eh bien il a plus contribué au succès des Bulls que Derrick Rose la saison passée. Et quand vous regardez le value over replacement, qui est une autre stat avancée qui vous donne à peu près une idée de la valeur d'un joueur quand il est sur le terrain, eh bien vous avez une value qui est négative. Ça veut donc dire que quand Rose il a été sur le terrain la saison passée, et c'est un constat
qui est terrible. Si vous êtes fan de Derrick Rose, c'est un constat qui est terrible, mais je vous le disais, on va au-delà de la subjectivité et on va chercher des données objectives. Et malheureusement, on est contraint de faire ce constat, mais la saison passée, Derrick Rose, quand il a été sur le terrain, il a été plus préjudiciable aux Bulls que quand il n'était pas sur le terrain. Et c'est un constat terrible, quand vous êtes un ancien MVP, de vous dire que quand vous êtes sur le terrain, vous faites plus de mal que de bien. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé la saison passée du côté des Bulls avec Derrick Rose. On va reprendre encore des stats avancées, issues du site 82 Games. On retrouve Derrick Rose ici. En production, la production de Rose, la production de son adversaire direct, vous voyez qu'on a un rendement négatif. Donc globalement, Rose a fait moins bien que son adversaire direct. Et là où je vous disais tout à l'heure, c'est terrible, mais regardez, on et off court, et bien quand Rose il est sur le terrain, en gros, les Bulls ils sont à moins 3,8, et quand il est sur le banc, ils sont à plus 1,1. Donc ça veut dire que, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est terrible, c'est la saison passée, quand Rose ne jouait pas, les Bulls étaient meilleurs. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité. Donc, vous avez un Derrick Rose qui, en termes de rendement, d'apport à son équipe la saison passée, eh bien, était un vrai boulet. Je suis désolé de le dire, c'est terrible, mais c'est le constat qui est sans équivoque des stats avancées. Regardez encore le pourcentage au tir de Derrick Rose. Idem que le constat qu'on a fait tout à l'heure du côté des Knicks. Sur les deux compartiments du terrain où vous devez normalement aller chercher des paniers à haut pourcentage, des paniers rémunérateurs, les lay-ups en dessous et le tir à 3 points, on a un Derrick Rose qui est très en dessous de la moyenne NBA. Regardez, vous êtes à 21% dans les tirs à 3 points à 45 degrés, vous êtes à 46% pour les tirs en dessous, pour les lay-ups. On a un Derrick Rose la saison passée qui est malheureusement dans l'incapacité d'aller chercher des points à haut pourcentage dans les deux endroits du terrain où c'est le plus rémunérateur. Le seul endroit où il a vraiment brillé, c'est ici, à mi-distance, le long de la ligne de fond. Alors 57% dans ces deux points longs, c'est vraiment très bien, mais ce ne concerne que 58 tirs. Par rapport aux 400 que vous avez là et à la centaine que vous avez là, vous conviendrez que c'est pas grand-chose. Donc clairement, l'année dernière, on a un Derrick Rose qui a arrosé, qui a fait un arrosage massif et qui a été dans l'incapacité d'aller chercher des paniers à haut pourcentage. On a vu l'attaque, intéressons-nous maintenant à la défense. On analyse la défense avec ce comparatif qui vous montre la défense en moyenne qui vous montre le pourcentage de réussite en moyenne des adversaires de Derrick Rose face aux autres équipes de la ligue, et puis le pourcentage de ses adversaires quand ils étaient défendus par Derrick Rose. Donc en moyenne, des adversaires de Derrick Rose, ils tournent à 44%. 44,4%. Et dès lors qu'ils affrontent Derrick Rose, ils tournent à 44,8%. Donc ils sont un petit peu plus adroits face à lui que face aux autres joueurs de la NBA. Donc malheureusement, ça n'est pas un bon indice sur la... Enfin, on se rend compte finalement que Derrick Rose n'est pas finalement un super défenseur. Il arrive à contester un petit peu les tirs à 3 points. Vous voyez que quand les adversaires tirent et qu'il y a Rose en face, il gêne un petit peu mieux. Par contre, dès lors qu'il s'agit d'aller contester les tirs en dessous, eh bien, il est relativement faible. Alors c'est vrai pour tous les arrières, pourquoi c'est vrai pour les arrières ? Parce que dès lors que leurs adversaires directs les débordent et qu'ils se retrouvent au lay-up, c'est à l'aide de faire le boulot. Mais globalement, quand vous regardez le différentiel global, eh bien, il est plutôt défavorable à Derrick Rose. Donc, on a vu un Derrick Rose qui est un très mauvais attaquant. On voit un Derrick Rose qui est finalement un défenseur moyen, qui fait quand même quelque chose de correct, mais c'est relativement moyen. C'est un tableau pour l'instant assez sombre. Intéressons-nous maintenant à Calderon, qui est le joueur qui est remplacé par Derrick Rose, ancien titulaire de l'équipe des Knicks au poste de meneur. On va comparer les deux pour voir si Derrick Rose peut apporter quelque chose en plus par rapport à Calderon. Calderon qui finit la saison passée avec 46% de réussite au tir, 41% à 3 points, très bon pourcentage à 3 points, 4 passes décisives pour seulement une perte de balle, avec un plus-minus à -1. Au niveau des stats avancées, vous vous rendiez compte que Calderon il avait 21% de ratio en passes décisives, donc c'est pareil, quand il était sur le terrain, grosso modo, une passe décisive sur 4 ou sur 5 émanait de ses mains, et là où c'était un super meneur, c'est sur le assist turnover ratio, où on est à 3,4, ce qui est très élevé. Donc globalement, Calderon, il a des bonnes mains.
Il a des mains sûres. Quand il sert un coéquipier, il sert avec des bonnes passes. C'est quelqu'un de rigoureux. Donc ça, c'est très important. Et puis au pourcentage au tir réel, eh bien, il est à 57%, ce qui est un très très bon pourcentage, et ce qui est notamment dû à son excellent pourcentage à 3 points qui tire l'ensemble vers le haut. Voyez par contre qu'à contrario, son taux d'usage, il n'était qu'à 12. Donc c'était un joueur qui finalement, au vu de ses statistiques qui sont somme toute correctes, était quand même globalement assez peu utilisé du côté des Knicks. C'est intéressant d'avoir cette stat en tête pour la suite. Globalement, Calderon, il avait un PER à 12. Donc c'est un PER qui est quand même inférieur à la moyenne. Pourquoi il avait un PER aussi faible? Parce que n'oubliez pas que le PER est basé sur la productivité. Donc quand vous êtes sur le terrain et que, entre guillemets, vous ne faites rien, que vous ne mettez pas de points, vous ne faites pas de décisive, vous ne prenez pas de rebond, etc., eh bien votre productivité sur le terrain, elle chute. Et on a vu que Calderon, il jouait beaucoup, mais qu'il était assez peu finalement impliqué dans l'attaque. Ce qui explique pourquoi, malgré ses bons pourcentages et ses pertes de balles relativement peu importantes, il avait un PER finalement assez bas. Là où je veux vous emmener, c'est ici, sur le win share. Vous voyez qu'on a un win share à 4 et on a un win share à 48 minutes qui est pratiquement à 10. C'est donc le signe que Calderon, malgré tout, même s'il avait un PER assez faible, à 12, eh bien il contribuait au succès de son équipe. Il était en mesure d'apporter à son équipe des clés pour gagner des matchs. Donc ça, c'est très très important. D'ailleurs, vous voyez que sa value over replacement, elle est positive, elle est à 1 unité, donc ce qui est très très bien. Ce qui est quasiment au niveau d'un Porzingis. Donc globalement, quand Calderon était sur le terrain à son poste, il faisait le boulot. Et il contribuait au succès des Knicks, il apportait de bonnes choses. En tout cas, son win share est nettement supérieur à celui de Derrick Rose, souvenez-vous, à l'époque, du côté des Bulls. Toujours, on regarde un petit peu les stats avancées. Vous vous rendez compte par contre que Calderon, par rapport à ses adversaires directs, il avait un rendement très 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 en deçà. Et que, à contrario, quand il était sur le terrain, globalement, il faisait mieux que son remplaçant. Il était à moins 1,8, là où quand il n'était pas sur le terrain, les Knicks tombaient à moins 3,7. Donc il avait une valeur, si vous voulez, entre les séquences où il est sur le terrain et les séquences où il n'y est pas, positive. Mais au global, il avait un simple rating, une évaluation globale qui était quand même nettement négative et qui était dans le dernier tiers de cette équipe des Knicks. Alors pourquoi, vous me direz, alors qu'on a vu que Calderon, il avait de bonnes qualités d'attaque, qu'il perdait peu de ballons, etc. Pourquoi sa valeur finalement est aussi faible? On va le voir avec sa défense. Vous allez comprendre, en tout cas pour l'instant, regardez la shot chart de Calderon, il y a du vert partout. Il y a du vert foncé partout, donc c'est clairement un joueur qui tirait pas beaucoup, ça on l'a vu, mais que les rares fois où il tirait, il avait un super pourcentage de réussite et qu'en tout cas, il sanctionnait avec vraiment une belle adresse. On croirait un parcours de golf. Il y a vraiment du vert partout et regardez, des 48, des 45% au-delà de la ligne à 3 points, c'est vraiment très impressionnant. Là où, par contre, on le disait, il y a un petit peu de soucis, et il y a de gros soucis même du côté de Calderon, c'est sur sa défense. Puisque voyez qu'en moyenne, ses adversaires directs face à toutes les autres équipes, ils étaient à 44%, et bien face à lui, ça tombait à 47%. 3 points de différence. Et regardez, pour la contestation des tirs en dessous, c'est absolument catastrophique, puisqu'on est à pratiquement 15 unités de différentiel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Calderon, eh bien, il était souvent débordé par exemple sur du dribble, sur des drives vers le cercle, et que derrière, eh bien, ses adversaires directs, ils allaient finir tranquillement en lay-up, des paniers à haut pourcentage. Donc le bilan qu'on peut tirer du comparatif de ces deux joueurs. On a d'un côté un Calderon qui était un attaquant super efficace, avec des mains sûres qui donnaient de bonnes passes, qui ne perdait pas de ballon et qui sanctionnait sur des tirs avec une belle efficacité, une belle adresse. Souvenez-vous, par contre, il était relativement peu utilisé. A contrario, c'était par contre un défenseur relativement médiocre. De l'autre côté, on a un Derrick Rose qui était un attaquant plus que médiocre, qui tirait mal, qui perdait beaucoup de ballons, et qui en défense était relativement moyen. Donc si on se base sur la saison
passée, la saison 2015-2016. Et c'est la première grosse surprise de cette vidéo d'analyse. C'est le premier renseignement pour moi clé de cette vidéo. C'est que Derrick Rose, finalement, quand on se base sur 2007, et ça a été pour moi un choc, et je vous le dis, eh bien finalement, il ne va pas apporter plus que Calderon. Et quand je suis arrivé à cette conclusion, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que les stats avancées nous révèlent, c'est que tous les déchets qu'il y a dans le jeu de Derrick Rose la saison passée, eh bien, n'y étaient pas dans le jeu de Calderon. Et puis, souvenez-vous, Calderon, il est à 8 points par match, mais il est à 12% de taux d'usage. Si Calderon, il avait eu autant de tickets tir que Derrick Rose, eh bien son pourcentage, il aurait été multiplié par 2, parce que Rose était à 27 de taux d'usage, Calderon est à 12. Vous multipliez tout par 2, et vous avez un Calderon qui était facilement à 16 points, 8 passes décisives. Alors certes, il aurait tiré plus, peut-être que son pourcentage aurait un petit peu plus baissé, c'est possible. Mais globalement, il aurait, en données brutes, les mêmes statistiques que Derrick Rose. Alors, vous allez me dire, mais qui c'est ce charlatan, qui c'est ce clown qui nous explique que Derrick Rose, finalement, ne va pas apporter plus que Calderon. Et c'est toute la magie des stats avancées, et c'est ce que j'essaie de vous démontrer, d'aller au-delà de la subjectivité, d'aller au-delà des intuitions. C'est la triste réalité si on se base sur la saison passée. La saison passée de Derrick Rose a été très 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 mauvaise. Les Bulls ont fait une mauvaise saison, Derrick Rose a fait une mauvaise saison, et c'est le premier enseignement qu'on peut tirer. Alors attention, je me suis basé que sur la saison passée, qui a été une saison très très compliquée pour Derrick Rose. Rien au jour d'aujourd'hui ne nous permet de dire que la mauvaise saison de Derrick Rose la saison passée va se transformer la saison prochaine. Mais rien ne nous permet aussi de dire le contraire. Donc il y a une grande dimension d'inconnu. Depuis sa blessure, clairement Derrick Rose, il n'est jamais revenu ne serait-ce qu'à la moitié de son niveau de sa saison de MVP. Est-ce qu'il va y arriver du côté des Knicks ? Pourquoi pas ? Mais s'il avait dû revenir à son meilleur niveau, pourquoi ne l'aurait pas-il fait déjà du côté des Bulls, alors que la saison passée, il a été beaucoup impliqué dans l'attaque, il avait beaucoup de tickets tir, il était entouré de bons joueurs, Butler, Gasol, qui focalisaient un petit peu les défenses. Rose aurait pu s'en tirer son épingle du jeu, il ne l'a pas fait. Une donnée qu'il ne faut pas occulter, c'est que Derrick Rose, il est dans sa dernière année de contrat. Il est en contract year. Donc, il a tout intérêt à faire la meilleure saison possible pour essayer de derrière aller arracher le plus gros contrat possible. Ça sera son dernier, sans doute, son dernier gros contrat en carrière. Donc, nul doute qu'il va se défoncer, non pas pour gagner des matchs du côté des Knicks, si vous êtes un vieux briscard de la Ligue, on ne vous la fait plus, mais pour décrocher le plus gros contrat possible. Donc, vraisemblablement, il faut s'attendre à ce que Rose fasse des efforts, que les efforts soient là. Mais, une nouvelle fois, si vous basez votre réflexion sur ce que vous avez vu la saison passée, et si vous partez du principe que ça va se transposer sur la saison suivante, eh bien, vous arrivez à cette triste réalité que je vous montre ici sous les yeux, c'est que Derrick Rose ne va pas apporter plus que Calderon. En attaque, ça sera moins efficace, et en défense, ça sera un petit peu mieux, mais tout en restant moyen. Donc, premier gros enseignement de cette vidéo. Alors, c'est un constat terrible, hein, je sais, je vous vois déjà venir dans les commentaires en m'expliquant que je suis un charlatan, que je suis un clown, et pourtant, je vous l'ai démontré par A plus B, cette démonstration. J'ai été le premier surpris, mais c'est la triste réalité. Après, il y a beaucoup d'inconnus sur la saison prochaine. Ça peut très très bien se passer. Derrick Rose peut être transcendé, peut retrouver des qualités d'attaque, etc. Mais comme je vous le disais, on n'a aucune clé, aucun élément qui nous permet de dire ça va se passer comme ci ou ça va se passer comme ça. Donc on se base sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a vu et on le transpose. L'avenir nous dira ce qu'il en est, mais n'oubliez pas que le Garden est extrêmement exigeant. Et que, comme toujours du côté des Knicks, ça sera enthousiasme, ça sera la folie au début, et que, à la moindre déception, au moindre coup de mou de Derrick Rose, il se fera huer dans le Garden. Malheureusement, c'est comme ça, on voit déjà les médias de New York expliquer mais pourquoi on paye ce joueur 20 millions, il apporte rien, etc. Donc ça sera vraiment un qui tout double. Et si ça ne passe pas, la presse new-yorkaise et les fans new-yorkais seront vraiment intransigeants avec Derrick Rose. Donc, le bilan qu'il faut tirer, c'est que au jour d'aujourd'hui, il n'y a absolument aucun élément
qui nous permettent d'affirmer que Derrick Rose va faire beaucoup mieux que Calderon. Et globalement, il y a beaucoup d'incertitudes sur son rendement à venir. Est-ce qu'il va rester en forme? Est-ce qu'il va retrouver de l'efficacité en défense? Est-ce qu'il va retrouver de l'explosivité, de la capacité à finir près du cercle en attaque, à trouver des points au pourcentage au-delà de la ligne à 3 points? Il y a beaucoup d'inconnus, donc compliqué de se projeter, mais comme je vous le disais, vous vous basez sur ce que vous avez vu la saison passée et vous arrivez à ce terrible constat. On s'intéresse maintenant à Joakim Noah, autre grosse recrue des Knicks à cette intersaison, donc signé en free agent. La saison passée, il était à 22 minutes par match, il n'a joué que 29 matchs, donc ça a été une saison très compliquée pour lui, avec un pourcentage catastrophique, 38% pour un intérieur, 49% au lancer. Par contre, pratiquement 9 rebonds en 22 minutes, ça c'est excellent. 4 passes décisives, idem pour un intérieur en 22 minutes, ça c'est excellent. Un contre, 4 points par match, donc on retrouve cette très faible adresse, et un plus-minus à -1. Les stats avancées nous montrent qu'il était à 25% de passes décisives, donc pour un intérieur, il était très impliqué dans le playmaking, dans la capacité à servir ses coéquipiers, avec un assist-turnover ratio plutôt correct, à plus de 2, et de très bonnes valeurs au rebond, 14 de rebond offensif, 26 de def, un global à 20, un taux d'usage à 14, donc il était relativement peu utilisé du côté des Bulls, avec un pourcentage au tir réel par contre à 40%, ça ce qui est absolument atroce. Globalement, la shot chart de Joakim Noah, vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge et très peu de vert. On va s'intéresser à ces données-là. Dès lors que vous êtes un intérieur, c'est plutôt ça que vous regardez. Les paniers près du cercle, et bien là c'est la catastrophe. Incapacité pour Noah d'aller marquer des points au haut pourcentage en dessous, c'est problématique pour un intérieur. Les stats avancées, on est à 14 de PER, pratiquement dans la moyenne NBA. On est dans un win share à 1.1 ramené à 48 minutes, on est à peu près à 7,9, donc c'est plutôt pas mal, et une value over replacement à 0,6. Donc globalement, quand Noah était sur le terrain, c'était correct, mais il n'a pas vraiment pesé dans le succès ou dans les rares succès des Bulls la saison passée. Quand vous analysez la production et le on et off court au global, vous arrivez à la conclusion suivante, c'est que Noah globalement a été moins productif que ses adversaires directs, et que quand il n'était pas sur le terrain, les Bulls en sont un petit peu mieux sortis. Parce que quand il était sur le terrain, les Bulls, en gros, étaient à moins 2,6, et quand ils n'étaient pas sur le terrain, ils étaient à moins 1,2. Donc c'était pas brillant. Mais globalement, sur la saison passée, la production de Noah, elle est inférieure à ses adversaires directs. En termes de défense, on a vu l'attaque où c'était compliqué. En termes de défense, par contre, on retrouve des choses très intéressantes, avec un pourcentage au tir réel des adversaires dès lors qu'ils affrontent Noah qui est bien gêné, en moyenne de 3 unités. Très intéressant, dans la contestation des 2 points, on trouve quelque chose de bien contesté. Donc globalement, ça n'est pas une surprise, mais c'est vérifié par les stats, on retrouve cette étiquette de bon défenseur de Noah. A contrario, du côté de Robin Lopez, ancien pivot titulaire des Knicks, qui est parti du côté des Bulls. On avait fait une saison complète, 82 matchs, en jouant pratiquement 30 minutes par match, avec 54% de réussite au tir, 80% au lancer, très bien pour un intérieur, un petit peu plus de 7 rebonds, 1 contre, 10 points par match, avec un plus-minus à 1,2, donc globalement le même que Noah. Les stats avancées, 8% de passes décisives, donc clairement Robin Lopez, ça n'était pas un intérieur qui allait servir de tour de contrôle pour servir les coéquipiers. Il avait un assist-turnover ratio très faible parce que finalement il ne faisait pas de passes décisives. Et en termes de rebond, on a globalement la même agressivité au rebond offensif que Noah, on est dans les 14%, mais un bien moins bon niveau en termes de rebond défensif. Alors, c'est à mettre en parallèle aussi parce que Porzingis et Carmelo Anthony aspiraient beaucoup de rebonds défensifs. Mais globalement, on a des qualités de rebond du côté de Lopez qui sont un petit peu moins bonnes que celles de Noah. Par contre, on a un excellent pourcentage au tir réel et un taux d'usage qui est correct, qui est un taux d'usage d'un joueur qui n'est ni un role player ni une star, on est à mi-parcours. Stat avancée,
Robin Lopez est à 17,6 de PER, donc un très bon PER, un rendement meilleur que la moyenne. On a un win share à 5,8 et à 12,6 ramené à 48 minutes avec une value over replacement à 2. Donc on a clairement un joueur qui, quand il était sur le terrain, contribuait au succès de son équipe. Et ça, c'est très très important. Donc Robin Lopez, pivot titulaire des Knicks, était une valeur sûre. Du côté des Knicks, quand il était là, il faisait le boulot. Vous voyez que quand vous ramenez à la production et le on-off-court, vous voyez que Lopez, il faisait jeu égal avec ses adversaires directs, et que globalement, quand il n'était pas sur le terrain, les Knicks étaient beaucoup moins bons que quand il était sur le terrain. Ce qui fait qu'au global, il a une évaluation positive, il a un impact positif sur sa présence sur le terrain. Vous voyez que sa shooting chart, il y a beaucoup de verts. On avait un Lopez très très efficace pour les points marqués près du cercle, donc belle efficacité dans ses points à haut pourcentage. Et puis on avait aussi une capacité à s'écarter, tirer à mi-distance, on l'avait un petit peu oublié, mais Lopez, il pouvait sanctionner à 3-4 mètres ou même à 45 degrés. Donc c'était un intérieur relativement polyvalent et en tout cas avec une belle efficacité au tir. En défense, à contrario, on a par contre un joueur qui globalement contestait un petit peu mieux que la moyenne ses adversaires directs. En moyenne, ses adversaires, ils étaient à 47,7. Face à lui, ça tombait à 47,2. Donc, c'était pas folichon, mais ça gênait un petit peu du côté de Lopez. Là où il était intéressant, c'était vraiment dans la contestation des tirs très près du cercle. Dès lors que vous étiez à 2-3 mètres du panier, Lopez gênait très très bien et venait très très bien faire chuter le pourcentage au tir de ses adversaires directs. Donc quel bilan on peut tirer de cette arrivée de Noah, ce départ de Lopez? Ce que vous allez me dire, avant qu'on fasse le bilan, j'ai anticipé. Vous allez me dire, attends Blight, halte là mon ami, tu analyses la saison passée de Joakim Noah, mais la saison passée il a été blessé, il a quasiment pas joué. Donc c'est pas significatif. Vous avez raison. Du coup, je me suis intéressé aux 2 dernières saisons. J'ai pris 2014-2015 et 2015-2016. Sur ces 2 dernières saisons, Noah il cumule un PER de 15. Un win share à 48 minutes de 11,8 et une value over remplacement de 3,4. A contrario, Lopez, idem sur les 2 dernières saisons, il est à 17 de PER, il est à 13,6 en win share par 48 minutes et il a une value over remplacement de 3,6. Donc au final, si on se base, alors j'avais mis dans mon synthé, on se base sur 2016, mais si on se base sur 2015 et 2016, on arrive à la conclusion suivante, c'est que finalement, je donne un léger avantage à Lopez, qui est certes un bien moins bon défenseur que Joakim Noah, mais qui est beaucoup plus efficace pour ce qui est d'aller marquer des points à haut pourcentage près du panier. Une fois de plus, il y a une grande dimension inconnue, parce que Noah, on a vu il y a encore quelques saisons qu'il avait un niveau absolument exceptionnel, qu'il avait fini dans la All-NBA First Team, qui n'a jamais été le cas de Robin Lopez. Est-ce que Noah va réussir à retrouver ce niveau d'il y a quelques saisons? Est-ce que l'ère de New York va le transcender? Pourquoi pas? Rien ne nous empêche de l'imaginer, mais à contrario, rien non plus nous permet de nous dire que ça va se passer comme ça. Donc, une nouvelle fois, on se base sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a vu les saisons passées. Et sur ce qu'on a vu sur les saisons passées, Lopez a été un petit peu plus efficace quand il était sur le terrain que Noah. Il a plus contribué au succès de son équipe que Noah. C'est une vérité, malheureusement, si vous êtes fan de Noah, qu'il faut accepter et que les stats nous montrent. Là où Noah va être aimé, il va être apprécié au Garden, c'est pour son énergie, son agressivité. Il va être partout en défense, ça va crier, ça va être du Noah. On sait ce qu'il peut apporter. Par contre, il va falloir retrouver de l'efficacité en attaque, parce que un Noah à 40% au tir, c'est pas possible. Il faut qu'il puisse apporter, notamment sur le triangle, où il va être servi pas mal de fois au poste bas. On sait qu'il aime passer, qu'il aime servir les coéquipiers, mais il y a un moment, il va falloir qu'il puisse créer du 1 contre 1, qu'il puisse créer des solutions à partir de ce poste bas. Donc là-dessus, il va falloir effectivement qu'il se ressaisisse. En tout cas, comme Derrick Rose, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de conditionnels, il faut qui est ci, qui est ci, qui est ci, qui est ci, ça fait beaucoup de ci
pour essayer d'évaluer l'impact de Noah, en tout cas pour ce qui est du concret, du factuel. Une nouvelle fois, l'arrivée de Noah n'apporte pas aux Knicks beaucoup plus que ce qu'ils avaient déjà. J'ai même tendance à croire que ça les affaiblit un petit peu. Intéressons-nous maintenant à Courtney Lee, qui arrive sur le poste de shooting guard, le poste d'arrière. Il sort d'une saison où il a pratiquement joué tous les matchs, 30 minutes par match, avec 45% de réussite au tir, 38% à 3 points, 84 au lancer. Les stats avancées nous montrent que ce n'est pas spécialement un passeur, que c'est plus un finisseur, un joueur qui vient pour marquer, scorer des points sur des paniers clés en main, un taux d'usage à 15, donc un usage de titulaire qui n'est pas une superstar. Un PER la saison passée à 11, donc c'est un petit peu comme Calderon, c'est un joueur qui jouait beaucoup, qui est assez peu utilisé, donc qui noircit assez peu la feuille, donc son PER en conséquence il baisse. Vous voyez par contre qu'en win share il était à 3,9, donc qui contribuait au succès de son équipe, 8% de win share, et puis une value over remplacement à peu près à 1 unité, donc c'était un joueur somme toute correct. Dans le dispositif des Hornets, eh bien, globalement, vous voyez que son rendement était quand même inférieur à ses adversaires directs, que par contre, quand il était sur le terrain, il apportait beaucoup plus à son équipe que quand il n'était pas sur le terrain. Donc, globalement, il avait une évaluation globale qui était positive. Sa shooting chart, vous voyez qu'il y a beaucoup de verts, on retrouve effectivement de bonnes qualités de scoring, c'est un joueur d'attaque qui peut sanctionner de près avec un très bon pourcentage au tir, donc de bonne qualité de finition près du cercle, et également vraiment une belle réussite dans les 2 points longs et dans les 3 points. Donc c'est clairement un joueur qui peut apporter de l'efficacité en attaque. Défensivement, vous voyez que c'était aussi un joueur relativement solide, puisque ses adversaires directs tournaient en moyenne à 43%, mais dès qu'il l'affrontait, ça tombait en dessous des 42%. Donc c'est un joueur qui faisait sentir sa présence défensivement sur le terrain. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez, dans le on et off court, vous aviez un différentiel si important. C'était notamment grâce aux qualités de défense de Courtney Lee. Il remplace dans le dispositif Afflalo, qui est parti signer du côté des Kings, qui sort d'une saison où également il a beaucoup joué, plus de 33 minutes par match, avec 44% de réussite, 38% 3 points, ça c'est très bien, à peu près 13 points marqués par match. Idem, c'est Afflalo, ça n'était pas un playmaker, ça n'était pas un joueur qui jouait pour les autres, très peu de passes décisives, pas spécialement un bon ratio de assist turnover, un pourcentage au tir réel à 53% et un taux d'usage à 18%, donc on retrouve à peu près quelque chose similaire avec Courtney Lee. Afflalo avec 11 de PER, donc un joueur qui jouait beaucoup mais avec un rendement relativement faible, un win share à 2,7 et un win share à 48 minutes à 5,5 et une value over remplacement par contre qui est négative. Donc en termes de performance, ça donne quoi? Ça donne un joueur qui avait une production inférieure à ses adversaires directs et qui globalement, quand il était sur le terrain, eh bien n'apportait pas énormément aux Knicks par rapport au moment où il était sur le banc. Donc globalement, on avait un Afflalo qui jouait beaucoup, mais son efficacité se dissipait finalement sur ce long temps de jeu. Les Knicks n'ayant pas spécialement de bons backups en shooting guard, ils étaient un peu contraints de faire jouer Afflalo longtemps, mais globalement, sa rentabilité sur ce poste de deuxième arrière n'a pas été fameuse du côté des Knicks la saison passée. Regardez sa shooting chart, donc c'était un joueur qui était très adroit ici à 45 degrés sur le côté gauche du terrain, mais beaucoup moins de l'autre côté, une belle capacité à sanctionner le long de la ligne de fond, mais globalement une adresse qui était moyenne, c'était pas exceptionnel. En défense, eh bien, voyez que Afflalo, qui avait pourtant une étiquette de défenseur, de joueur avec un profil défensif, eh bien, voyez que ça ne transparaît pas dans les stats. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller voir les stats avancées. Alors vous me direz, la défense, c'est très compliqué de la personnaliser parce que ça se joue à 5, je suis d'accord. Mais à défaut d'essayer de se baser sur quelque chose, on se base sur ce dont on dispose et on dispose de ces stats-là. Donc vous voyez que c'était notamment un joueur qui pouvait se laisser facilement déborder et dont les adversaires directs, eh bien, dès lors qu'ils allaient chercher des points près du cercle, allaient chercher des bons pourcentages. Donc au final,
l'arrivée de Courtney Lee, le départ de Affalo, qu'est-ce que ça apporte aux Knicks? Pour moi, c'est un avantage, cette arrivée de Lee. Clairement, Affalo n'était pas un super défenseur, il n'avait pas de superbe qualité d'attaque. Courtney Lee n'est pas effectivement un Klay Thompson, n'est pas non plus un Jimmy Butler, mais c'est un role player solide, c'est un titulaire solide qui peut apporter de l'efficacité dans des tirs de loin, de l'efficacité dans des paniers en transition près du cercle, et qui est un défenseur solide. Donc clairement, sur ce poste-là, les Knicks sont gagnants en laissant partir Affalo et en récupérant Courtney Lee. Intéressons-nous maintenant à Brandon Jennings, dernier petit arrivé du côté des Knicks. La saison passée, saison compliquée, où il a joué seulement la moitié des matchs, avec seulement 18 minutes de temps de jeu, 36% de réussite au tir, 32% à 3 points, en moyenne 7 points par match, mais un plus-minus positif, donc quand il était sur le terrain, l'équipe tournait de manière correcte. Les stats avancées, 30% de passes décisives, donc c'est clairement un bon playmaker, un joueur qui avait le ballon en main et qui le distribuait bien pour ses coéquipiers. Un assist turnover ratio à 3 unités, donc ça aussi c'est très très bien, un joueur qui avait des mains sûres, qui faisait des bonnes passes, qui ne perdait pas inutilement les ballons. Par contre, un pourcentage au tir réel sous les 50%, avec un taux d'usage de 20%, ce qui est quand même assez élevé pour un joueur qui jouait si peu. Là par contre, c'est vraiment faible. Intéressons-nous aux stats avancées avec le PER, un PER à 14 en dessous de la moyenne NBA, un win share à 1,5 et à 8,2 ramené à 48 minutes et une valeur over replacement à 0,1. Donc globalement, un joueur qui ne contribuait pas spécialement au succès de son équipe, ou en tout cas qui était juste dans la moyenne, qui ne faisait ni du bien ni du mal. La production, eh bien, vous voyez qu'on avait une production qui était déficitaire par rapport aux adversaires directs et qu'on avait un on-off-court qui était négatif. Alors attention, parce que quand vous êtes un remplaçant et que vous remplacez un bon meneur ou un bon joueur, effectivement, bien souvent, vous pouvez avoir un on ou off-court qui est négatif, parce que le joueur que vous remplacez, eh bien, il est plus fort que vous, donc vous performez plus, mais ça ne veut pas pour autant dire que ce que vous faites sur le terrain, c'est mauvais. Donc sur les remplaçants, il faut toujours mettre ça en perspective, mais globalement, vous voyez que Jennings, quand il était sur le terrain, eh bien, ses adversaires directs étaient plus rentables que lui, contribuer plus au succès de leur équipe. Pourquoi? Eh bien, il suffit de regarder la shooting chart. Regardez la répartition de l'adresse de Jennings. On voit que ça a beaucoup vendangé avec une adresse qui est en deçà des standards NBA, que ce soit pour la finition près du cercle ou pour des tirs de loin. Donc c'est un joueur qui pouvait avoir tendance à beaucoup tirer, à beaucoup arroser, sans forcément trouver la ligne de mire. On s'intéresse à la défense, et là, c'est intéressant parce que vous voyez que Jennings, qui n'a pas forcément une étiquette de bon défenseur, et bien quand il était sur le terrain, ses adversaires directs avaient un pourcentage qui chutait de pratiquement 3 unités, donc ce qui est vraiment très très bien. Et puis vous voyez que dans la contestation, eh bien, des lay-ups, des drives vers le cercle et les 2 points, on avait quelque chose de tout à fait solide. Donc Jennings, la saison passée, globalement, quand il était sur le terrain, eh bien, ses adversaires directs, voyaient leur pourcentage un petit peu baisser. Alors, ce qui est aussi intéressant quand vous analysez cette stat, c'est de vous dire que Jennings jouait remplaçant. Donc quand il rentrait sur le terrain dans des rotations de remplaçants, il affrontait en face aussi des remplaçants, donc des joueurs qui avaient un calibre peut-être un petit peu moins élevé. Donc c'est aussi à mettre en perspective parce que quand vous affrontez des remplaçants, eh bien, vous pouvez peut-être plus facilement les surclasser que quand vous êtes titulaire et que vous affrontez des titulaires. Donc dès lors que vous analysez des stats avancées de remplaçants, gardez toujours ça en tête. C'est un remplaçant, donc il affronte des remplaçants, donc c'est peut-être un peu plus facile entre guillemets, toujours entre guillemets. Il remplace dans le dispositif des Knicks Langston Galloway, qui la saison passée, il ne faut pas l'oublier, jouait beaucoup, jouait pratiquement 25 minutes par match. Il se partageait en gros le temps de jeu avec Calderon sur le poste de meneur, avec 40% de réussite, dont 34% à 3 points, 7 points par match et un plus-minus négatif à moins 1 unité. En stats avancées, on voit que Galloway était également un meneur solide en termes de rigueur, qui perdait peu de ballons,
qui n'était pas spécialement un gros playmaker, hein, il faisait seulement 16% des passes décisives de son équipe, mais quand il les faisait, c'était avec une belle rigueur, et avec un pourcentage au tir réel par contre sous les 50%, ça c'est faible, et un taux d'usage dans les 15%, qui est un taux d'usage classique de remplaçant. Un PER à 11,7, Winshare à 3,3 et un Winshare à 7,7. Donc si vous vouliez comparer par rapport à Jennings, on était à 1,5, 8,2, et là on est à 3,3, 7,7. Donc le Winshare était plus élevé, mais Galloway jouait plus, ramené à 48 minutes. On est plus ou moins dans les mêmes standards, donc on a deux joueurs qui ont contribué de manière égale au succès de leur équipe. La production, vous voyez que du côté de Galloway, eh bien, on a une production inférieure aux adversaires directs, et que par contre, quand on était sur le terrain, eh bien, globalement, on apportait plus à son équipe que quand on était sur le banc. Donc en substitution finalement de Calderon, Galloway faisait vraiment du bon boulot. Par contre, au même titre que Jennings, regardez, il y a beaucoup de rouge, on croirait un abattoir, là, il y a du sang partout. Galloway clairement manquait de qualité d'adresse, de qualité de finition, que ce soit pour finir au cercle ou dans les 2 points ou dans les 3 points. Ça tirait beaucoup, mais malheureusement avec beaucoup de tirs manqués, problème d'efficacité offensive. Défensivement, eh bien, on retrouve quelque chose de correct, hein, puisque on avait un Galloway qui arrivait à bien gêner ses adversaires directs mieux que ce qu'il pouvait rencontrer en moyenne face aux autres équipes, avec toujours de belles contestations dans les drives et dans les 2 points. Au final, le comparatif entre ces deux joueurs, qu'est-ce qu'il nous révèle ? Eh bien, il nous révèle que Galloway, avec toutes ses lacunes d'attaque, effectivement n'apportait pas beaucoup aux Knicks pour ce qui était de l'attaque, et on l'avait vu, souvenez-vous, c'était l'une des problématiques majeures des Knicks. Défensivement, c'était solide, mais Jennings, même si ça n'était pas brillant non plus en attaque, c'était un petit peu moins mauvais et un petit peu plus solide en défense. Donc globalement, là, il y a un léger avantage pour Jennings. Et vous allez me dire, c'est pareil, la saison passée, la saison de Jennings, c'est pareil que Noah, c'est pareil que Rose. La saison passée n'était peut-être pas révélatrice du réel niveau de ce joueur. Mais une nouvelle fois, on se retrouve avec du conditionnel. Et si. Et le conditionnel, c'est de l'inconnu. Et j'ai presque envie de dire, c'est lire dans une boule de cristal, c'est du charlatanisme. Là, on se base sur ce qui s'est passé la saison passée. Peut-être que du côté des Knicks, Jennings, il va se transcender, il va être un petit peu un Isaiah Thomas du côté des Celtics à l'époque où il arrivait en sortie de banc. Il va arriver avec de l'envie, de la défense, des capacités de scoring, et qui va porter dans son sillage le banc. Mais une nouvelle fois, rien ne nous permet de dire que c'est ce qui va se passer, et à contrario, rien ne nous permet de dire qu'il va se planter au Knicks. Donc on est face à de l'inconnu. Mais si on se base sur ce qu'on a vu la saison passée, eh bien Jennings, il va apporter un petit peu plus que Galloway, mais pas beaucoup plus. Donc encore finalement une part d'inconnu qui nous attend du côté des Knicks. Intéressons-nous maintenant aux joueurs qui sont partis et qui n'ont pas été remplacés dans le dispositif des Knicks. Eh bien, il y a un joueur majeur la saison passée que les Knicks n'ont pas réussi à remplacer, c'est Derrick Williams. Pourquoi je vous dis que c'était un joueur majeur la saison passée ? Parce que Derrick Williams, il était à 17% de PER et qu'il a joué 1400 minutes. Donc il a beaucoup joué, il a joué 80 matchs. Il avait un taux d'usage à 23% et un win share à 12 unités ramené à 48 minutes. Donc c'était clairement un joueur qui, quand il était sur le terrain, regardez, eh bien, il l'apportait par rapport à ses adversaires directs. Ici, à mettre en perspective, pourquoi ? Parce que c'est un remplaçant qui remplaçait Carmelo Anthony, donc évidemment, le on et off court est très largement déficitaire, parce que dès qu'il était sur le banc, Carmelo Anthony jouait à son poste, et du coup, Anthony avait des bonnes stats, donc ça faisait monter l'évaluation off court de Williams. Mais globalement, c'est un joueur qui, quand il était sur le terrain, vous voyez qu'en production, il apportait beaucoup. Ça n'était pas spécialement un joueur dangereux loin de la ligne, mais il avait de bonnes qualités de finition près du cercle. Et souvenez-vous, c'était un compartiment dans lequel les Knicks étaient en souffrance. Et Derrick Williams, avec de belles qualités d'agressivité, des bonnes capacités de finition, il arrivait à aller chercher des points en transition ou des points en attaquant le cercle en dessous.
Là où les Knicks sont confrontés à une vraie problématique, avec ce départ de Derrick Williams et plus généralement pour la saison prochaine, c'est dans l'apport du banc. Parce qu'en 2016, les Knicks, ils avaient déjà le 4e banc le moins efficace en attaque de la ligue. Et c'était le banc qui avait le pourcentage au tir réel le moins élevé de la ligue. On était péniblement au-delà des 50%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la saison passée, en gros, dès que les titulaires allaient se reposer, les remplaçants n'arrivaient plus à mettre de points. Et ça a contribué en grande partie à faire sombrer l'attaque des Knicks. Donc les Knicks, idéalement, ils avaient besoin de booster leur banc avec des joueurs plutôt offensifs pour aller justement gommer ces lacunes et faire en sorte que le banc puisse prendre un petit peu les choses en main et amener du scoring. Là, on a vu que, souvenez-vous, quand je vous avais montré la depth chart, on a vu que le banc des Knicks, il n'a absolument pas un profil offensif. Le seul joueur à peu près offensif du banc, c'est Jennings. Mais si on se base sur 2016, souvenez-vous de ses pourcentages au tir, il y a du rouge partout. Rien ne nous permet au jour d'aujourd'hui d'affirmer que Jennings, il va tirer l'équipe, tirer le banc avec lui et amener un petit peu de scoring en sortie de banc. Il y a beaucoup d'inconnus, peut-être que Kuzminskas et Hernan Gomez vont réussir à faire quelque chose en sortie de banc, mais ça reste pour moi des projets, donc une nouvelle fois on est dans du conditionnel, mais globalement au jour d'aujourd'hui le banc des Knicks est extrêmement faible, et ça va être un vrai problème, parce que ça va contraindre les Knicks à utiliser plus que jamais leurs titulaires, et on sait que du côté des titulaires, que ce soit Rose, que ce soit Noah, que ce soit un petit peu Anthony, on a des joueurs qui sont soumis à des problématiques de blessures, et que si demain, du côté des Knicks, Rose est blessé longtemps, Noah est blessé longtemps, l'équipe, elle ne peut pas compenser derrière. Ça, c'est une vraie problématique, parce que l'intersaison n'est pas finie, mais je ne vois pas vraiment qui, les Knicks, avec le peu d'enveloppe qu'il leur reste, je ne vois pas qui ils pourraient recruter. Donc ils vont plus ou moins être contraints d'attaquer la saison dans cette config-là, et clairement cette config-là, elle est complètement binaire, avec un 5 relativement fort, toujours au conditionnel si Rose et si Noah arrivent à contribuer, et à contrario, ils ont un banc qui est extrêmement faible. Le banc avec Lance Thomas, O'Quinn, ça pourra tenir défensivement, mais offensivement, qui va marquer? Et s'il n'y a que Jennings qui peut marquer, ça sera extrêmement facile à défendre, puisque les défenses seront focalisées sur lui, le seul joueur qui peut mettre des points, et derrière, ça sera extrêmement compliqué. Quel bilan on peut tirer de cette équipe des Knicks? Donc vous l'avez vu, on l'a vu ensemble, une équipe des Knicks qui sort d'une saison décevante, où ils n'ont pas été bons en attaque, où ils ont même été plutôt mauvais en attaque, et où défensivement c'était solide, c'était déjà solide à l'époque, et globalement on avait une défense solide, mais sur laquelle on n'arrivait pas à capitaliser pour transformer des stops défensifs en points marqués. Globalement, je vous ai démontré, avec les données de l'année dernière, elles valent ce qu'elles valent, mais c'est au moins quelque chose sur lequel on peut se tabler, je vous ai démontré que tous les joueurs du côté des Knicks qui arrivent, finalement, compensent sans plus ni moins les joueurs qui partent. Donc au jour d'aujourd'hui, les Knicks, ils ont claqué toute leur masse salariale pour recruter des joueurs qui, finalement, au vu des statistiques, ne peuvent pas leur apporter plus que ce qu'ils avaient déjà la saison passée. Il y a beaucoup d'inconnus. Vous me direz, il y a beaucoup d'inconnus. Est-ce que Derrick Rose peut enfin retrouver son niveau ? Je suis plus que sceptique, parce que si ça aurait dû arriver, et pour moi ça serait déjà arrivé la saison passée, voire il y a 2 saisons, est-ce que Noah peut retrouver un niveau qui était le sien il y a encore 3 ou 4 saisons, quand il était All-NBA First Team, quand il était All-Star ? Pourquoi pas ? Est-ce que Brandon Jennings peut retrouver un niveau qui était le sien du côté des Bucks, où il apportait du scoring ? Pourquoi pas, mais vous voyez que ça fait beaucoup de conditionnels. Et quand vous voulez reconstruire une équipe, vous prenez des valeurs sûres. Et là, pour moi, il y a vraiment beaucoup d'inconnus. Donc, du côté des Knicks, ça peut passer. Mais si ça doit passer,
Ça passera automatiquement avec un Derrick Rose qui se ressaisit, avec un Noah qui se ressaisit, avec un Carmelo Anthony qui est dans la continuité, et avec un Porzingis qui continue son développement. Ce qui m'inquiète, c'est que l'arrivée de Derrick Rose, qui est quand même relativement un aspirateur à ballon, c'est un joueur qui a besoin d'avoir le ballon en main pour exister. Derrick Rose n'existe pas sans ballon. C'est un joueur qui, dès qu'il lâche la balle, il n'existe plus dans l'attaque. C'est pas un joueur qui existe sur des off-screens, sur des sorties d'écran, sur des hand-offs, sur des cuts. C'est un joueur qui n'existe que balle en main. Et moi, j'ai peur que la saison prochaine, l'arrivée de Derrick Rose, eh bien, le fait qu'il tire un petit peu la couverture à lui en attaque, ça prive Porzingis de ballon et ça l'empêche de continuer sur sa lancée, sur son développement. Il y a une autre problématique, c'est que les Knicks, ont entamé une reconstruction la saison passée en signant Lopez, en draftant Porzingis, et le schéma classique d'une reconstruction veut que petit à petit vous assembliez des pièces ensemble pour construire un édifice sur lequel vous vous basez pour grandir. Et là, qu'est-ce que les Knicks ont fait? Ils ont monté des pièces ensemble, et là, Phil Jackson a cassé toute la tour qu'il avait construite pour tout recommencer avec d'autres pièces. Pourquoi pas? Mais ça n'est pas un processus de reconstruction que je qualifierais de classique, de normal. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Je ne vais pas faire du charlatanisme, je ne vais pas vous dire il va se passer ci, il va se passer ça. Pour moi, au vu de ce qui s'est passé la saison passée, les joueurs recrutés par les Knicks me paraissent des prises de risque. Donc ça sera à confirmer ou à infirmer, mais il y a pour moi beaucoup d'inconnus. Et au jour d'aujourd'hui, rien ne nous permet de dire que les Knicks vont avoir du succès la saison passée. Rien ne nous permet de nous dire qu'ils vont nous planter, mais ils ne peuvent pas faire bien pire que la saison qu'ils viennent de vivre, dans la mesure où on va les attendre au tournant, parce que là, ils ont claqué tout ce qu'ils avaient en banque. Donc dès lors que vous avez claqué tout ce que vous avez en banque, on attend de vous que vous ayez du rendement, que vous ayez de l'efficacité. Donc le Garden va être exigeant, la ville de New York va être exigeante, et les regards vont être braqués sur Rose, donc il va devoir répondre présent. Je pense que Noah sera au rendez-vous parce qu'il va amener de l'énergie, il va amener de l'intensité, ça plaît au Garden, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut que derrière, il apporte aussi de l'efficacité en attaque. C'est pas son fonds de commerce, mais les Knicks, ils ont besoin de lui sur le triangle pour aller marquer des points à partir du poste bas, des petites séquences, des petits drop steps, des petits enroulés pour décharger un petit peu l'attaque et pour surtout aller chercher des points à haut pourcentage. Il faut espérer que l'arrivée de Noah va permettre aux Knicks de franchir encore un palier en défense. Ils étaient déjà pas mauvais, hein, attention. Les Knicks, pour moi, n'avaient pas spécialement besoin de se renforcer en défense. Ils avaient besoin d'aller trouver de l'attaque. C'était qui peut marquer du côté des Knicks. Les joueurs qu'ils ont recrutés, mis à part Courtney, qui est relativement fiable, solide en attaque, les joueurs qu'ils ont recrutés n'ont pas des profils d'attaquants. En tout cas, pas des profils d'attaquants efficaces. Ils ont des profils de joueurs qui peuvent mettre des points. Mais n'oubliez pas que si vous avez besoin de tenter 20 paniers pour marquer 20 points, ça n'a rien d'exceptionnel. N'importe quel joueur NBA, vous donnez à Vujacic 20 tickets tir, il va mettre 20 points. Les Knicks, ils avaient besoin de joueurs efficaces. Et malheureusement, les joueurs qu'ils ont recrutés au jour d'aujourd'hui, pour moi, ne sont pas efficaces en attaque. Donc ça peut être une vraie problématique. Il y a une autre immense inconnue. C'est le coach. Puisque vous savez que les Knicks ont recruté Jeff Hornacek. À la surprise générale, ça sortait de nulle part. Et pourquoi c'est une grosse inconnue? Parce que Jeff Hornacek, j'ai pris les statistiques de l'équipe des Suns quand il a coaché en 2013-2014 et 2014-2015, eh bien les Suns, ils avaient en 2013-2014 le 8e pace de la ligue et la saison 2014-2015 le 3e. Donc la philosophie de Hornacek, c'était de jouer vite, de jouer très très vite. Or là, la philosophie des Knicks, depuis 2 saisons, c'est de jouer lentement. Donc, c'est pour moi une inconnue, comment vous allez faire cohabiter 2 philosophies. Il y a forcément une des deux qui va devoir, entre guillemets, se travestir. C'est-à-dire que, est-ce que Phil Jackson va rester vraiment dans l'optique de on joue le triangle, ce qui a priori être le cas? Est-ce que Jeff Hornacek va plutôt être dans une optique de il faut accélérer, et on a vu que les Knicks, ils avaient besoin d'accélérer, d'aller chercher des paniers en transition. Bref, on a l'impression que ça va donner une espèce de chimère d'attaque qui, au jour d'aujourd'hui, honnêtement, j'arrive pas à visualiser ce que ça peut donner. Donc,
Ça peut donner quelque chose où en gros on essaie de jouer vite en première intention, mais si on ne trouve pas de panier rapidement, on met en place un petit peu de triangle. Après la saison passée, les Knicks étaient déjà un peu sortis de la mise en place automatique du triangle. Là, il y avait pas mal d'écrans hauts, pas mal de choses un petit peu différentes, mais globalement, la philosophie de Hornacek et sa retranscription sur le jeu placé des Knicks, ça reste pour moi une grosse inconnue parce que finalement viennent cohabiter ensemble deux philosophies complètement différentes. Et puis voyez que la saison passée, les Knicks en transition, eh bien, c'était la troisième plus mauvaise équipe de la ligue. Qu'en cut, c'était pareil l'une des plus mauvaises équipes de la ligue. Qu'en pick and roll, c'était l'une des plus mauvaises équipes de la ligue. Beaucoup d'inconnus. Et ce que je comprends pas, moi, c'est que quand je regarde les pick and roll rollmen et que je vois que les Knicks sont la cinquième plus mauvaise équipe de la ligue pour ce qui est de faire marquer les poseurs d'écran sur le pick and roll, c'est pour moi une inconnue parce que quand vous avez Carmelo Anthony et Porzingis qui viennent poser des écrans, ça me paraît invraisemblable d'imaginer que ces joueurs-là n'arrivent pas à trouver des paniers au pourcentage dans la foulée. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce que je voulais vous faire comparer ça par rapport aux joueurs qui arrivent. Voyez que sur le pick and roll porteur de balle, la saison passée, Jennings a été extrêmement mauvais. Sur le jeu en transition, la saison passée, Courtney a été excellent, mais Derrick Rose a été extrêmement mauvais. Et sur la transition du côté de Jennings, on a pareil été extrêmement mauvais, on était dans les plus mauvais de la ligue. Sur les cuts, Rose a été extrêmement mauvais. Donc là où les Knicks avaient besoin de progresser, eh bien malheureusement les joueurs qu'ils ont recrutés, toujours pareil au vu de la saison passée, eh bien ne peuvent pas contribuer à faire grandir l'équipe. Et ça c'est une vraie source d'inquiétude. Bref, mon bilan de ces Knicks, il est vraiment très très mitigé. Les joueurs qui arrivent pour moi au jour d'aujourd'hui ne sont pas en capacité de gommer les démons des Knicks sur la saison passée. Il y a beaucoup d'inconnus, et d'une manière générale, quand vous affrontez une saison avec beaucoup d'inconnus, c'est jamais très très rassurant. Je souhaite quand même plein de bonnes choses aux Knicks la saison prochaine. Espérons pour ces joueurs comme Rose, pour ces joueurs comme Noah, qu'ils retrouvent enfin leur vrai niveau. Espérons aussi que Porzingis continue son développement. Mais globalement, l'intersaison des Knicks, elle est pour moi relativement mitigée et surtout, elle pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.